Bonjour à toutes et à tous. Je propose qu'on démarre. C'est parti. Hein, c'est parti. Donc, en ce dernier jour de l'Open Source Experience et du SIDO, premier événement voilà, où les deux salons sont réunis, on va passer 40 minutes ensemble. 40 minutes incroyables, on va vous parler de l'open source et surtout de l'open source dans l'IoT. Alors, j'ai un petit... Hop. Donc nous sommes 3 sur cette intervention. Je vais commencer par me présenter. Donc Cédric Ravalec, je travaille au sein du groupe Smile, qui est un intégrateur qui accompagne les clients dans leur transformation digitale. Et dans ce cadre-là, je travaille sur les offres autour du cloud et de l'IoT. Et je suis accompagné de 2 de mes collègues. Donc Christophe Brancheveller, et moi je m'occupe de l'équipe chez Smile qui fait de l'embedded et des systèmes connectés. Et Jonathan Evalan, alors moi du coup je rejoins tout juste l'équipe Smile depuis Alterway et jusqu'à aujourd'hui, encore je pense pendant quelques temps, je suis responsable de R&D pour la société Alterway. Alors, en termes de planning, on va vous faire une petite introduction voilà, sur ce qu'on fait et les enjeux de l'open source, parler de la partie intégration, sur la partie IoT, sur la partie cloud DevOps, des solutions open source du marché, mais aussi des fondations, parce qu'on va voir qu'il y a des fondations qui portent un peu différentes initiatives autour de l'IoT. Et puis un sujet que j'aime beaucoup, ce sont les GAFAM. Voilà, qu'est-ce qu'ils font dans l'open source et dans l'IoT. Et puis après, s'il y a des questions, il y en aura sûrement vu le nombre que nous sommes dans la salle, n'hésitez pas à les poser. Alors, on s'est basé pour cette intervention sur un livre blanc qu'on a coécrit à 3 mains, ou à 6 mains, peut-être qu'on dit ça à 6 mains. Je cherche ma troisième main. Donc, avec Jonathan, Pierre Fichot, le directeur technique de Smile ECS, donc la partie embarquée que représente Christophe, et puis Frédéric Desbiens, de la Fondation Eclipse. Et donc, c'est un livre blanc qui est téléchargeable sur le site de Systématique et qui regroupe un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Rapidement, concernant la société Smile, donc on est, vous l'avez compris, un intégrateur, on est le leader dans le domaine de l'open source en Europe. Viennent de nous rejoindre, et j'en suis plus que ravi, la société Alterway, qui est aussi très très connue dans le monde de l'open source et qui est aussi présent à l'événement Open Source Experience avec nous, pour renforcer notre savoir-faire sur la partie infrastructure, hébergement, autour des solutions open source. On est 1800, très présent en France, on se déploie en Europe, on fait de l'argent, sinon on ne serait pas là, et on s'éclate chez nous, et on fait beaucoup d'open source, beaucoup de développement, beaucoup de tech et beaucoup d'IoT. En termes de présence, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, un fort maillage en France, encore plus fort maintenant qu'Alterway nous a rejoints. Et puis on se développe en Europe, comme je vous le disais, et puis on a quelques centres d'expertise au Maroc et en Ukraine, à l'est de l'Europe. En termes d'offres, alors c'est très important, et c'est ce qui fait notre point différenciateur, et c'est ce qui fait qu'on va vous parler d'IoT aujourd'hui. On a 4 grands piliers chez Smile. Le premier, historique, c'est le digital, c'est le front, tout ce qui est web, services digitaux, mobile, sur le web en tant que tel. Voilà, ça c'est le cœur de notre métier, c'est ce qui drive la boîte, c'est là où on est le plus reconnu. Associé à ça, très vite est arrivée la partie hébergement, où l'open source est très présent, pour héberger ces services digitaux qu'on développe pour nos clients. Par la suite est arrivé le DevOps, avec l'arrivée des acteurs du cloud public notamment. On est monté en compétences sur la partie DevOps, data et développement spécifique. Pour finir, il y a 5 ans maintenant, où on a développé la compétence à travers une croissance externe autour des systèmes embarqués. Et le fait qu'on couvre toute la chaîne de valeur de l'IoT, qui va du monde de l'embarqué au digital en passant par l'infrastructure, fait qu'on accompagne nos clients sur des projets IoT pour mettre en valeur les datas qu'ils génèrent dans leur business et développer de nouveaux services. Associé à ça, Smile a aussi une stratégie de marque, donc toutes les sociétés qui nous rejoignent ont leur propre marque. Donc Alterway sur la partie infra, NeoPixel sur le mobile, Sensiolab sur le développement autour de PHP et de Symfony, et X-Republic, comme son nom l'indique, sur la partie UX. Alors,
L'IoT, qu'est-ce que c'est et en quoi correspond notre offre autour de ça? Comme je le disais précédemment, l'IoT, c'est une plateforme technologique basée que sur des briques open source, vous le verrez par la suite, et qui va couvrir toute la chaîne de cette donnée. Donc la donnée, elle est produite où? Elle est produite dans le monde du physique, hein, dans des véhicules, dans des salles, voilà, donc, dans des magasins. Enfin, la donnée, elle vient du monde du physique, et on va, à travers des capteurs, ou à travers des caméras, enfin voilà, à travers du matériel, on va remonter des données qui intéressent les clients, qui ont de la pertinence, on va les remonter grâce à du matériel et à du software, et on va les héberger, les traiter et les exploiter sous forme de services digitaux pour améliorer nos processus internes ou développer de nouveaux services digitaux. C'est ça l'IoT. Et donc, la spécificité du groupe, c'est qu'on sait couvrir l'ensemble de ses besoins à travers l'ensemble de nos offres. Merci Cédric pour cette introduction, enfin le début de cette introduction. Donc on reste dans l'introduction et les rappels. Et par rapport au livre bleu sur lequel s'appuie cette conférence, en fait il y avait eu une première édition du livre bleu qui était sortie en 2016. Et là ce qu'on a souhaité faire par rapport à cette mise à jour qui a eu lieu cette année et sur le livre bleu, c'est mettre en avant finalement les évolutions qu'il y a pu y avoir notables sur la partie IoT et vous expliquer un petit peu ces éléments. Donc là, en fait, par rapport à ce qu'on a pu voir au début de l'émergence en fait, de la partie IoT, donc faire des objets connectés qui remontent des données, comme tu disais Cédric, et pouvoir connecter en fait, ces objets pour remonter des données, ça faisait pas mal de temps qu'on pouvait en faire, clairement. Par contre, le côté Internet des objets, le mot Internet des objets est apparu au début des années 2010, là. Et à travers ce premier livre bleu, il y avait eu tout un focus qui avait pu être fait justement sur cette partie objets connectés, les connexions pour pouvoir les rendre communicants, etc. Et entre cette première version et la deuxième, ce qui a pu être mis en avant dans cette deuxième version de livre bleu, c'est déjà recadrer un petit peu l'utilisation de l'Internet des objets, où au départ on voyait un petit Eldorado sur le monde du consumer, où finalement c'était un petit peu le monde du wearable, c'était le monde de toute cafetière, frigo, four, etc. De la maison connectée, et des éléments voilà, plutôt consumer electronics au départ. Et en fait cet Eldorado, on va dire, n'a pas forcément eu lieu. Voilà, clairement. Et il y a eu un recentrage lié aux différents cas d'usage finalement de l'IoT et plus vers un IoT, on va dire, industriel, en tout cas un IoT B2B. Alors est-ce qu'on l'appelle IoB, l'IoT B2B ou l'IoT, peu importe. En tout cas, on a vraiment un recentrage là où finalement on va avoir le pétrole finalement de l'IoT va être, sans jeu de mots, va être la donnée. Voilà. Et ce qui est important finalement lorsqu'on va déployer un système IoT, donc remonter des données du monde physique, c'est bien ça l'enjeu de l'IoT, c'est comment est-ce qu'on va créer de la valeur à travers ces données. Voilà. Donc bien sûr, aujourd'hui, je vois parmi vous, on a des montres connectées, on a nos smartphones qui sont finalement les premiers éléments qui remontent de la donnée du monde physique et avec une couverture de quasiment plus de 100% de taux d'équipement. Donc ça reste dans le monde du B2C, d'accord ? Mais l'évolution de l'IoT fait qu'aujourd'hui, on n'est plus sur les cas d'usage là que vous avez présentés et qui sont clairement dans le monde plutôt de l'industrie et en tout cas du B2B. Donc clairement sur la partie, alors si j'avais à en citer 2-3, ce serait clairement tout ce qui est Smart City, équiper les villes en fait de capteurs qui vont remonter des informations sur de l'énergie, sur du trafic, donc du transport, sur même de la météo et de la qualité de l'air par exemple. Voilà donc un certain nombre de cas d'usage autour de la Smart City. J'ai cité l'énergie d'ailleurs à travers cette Smart City et le transport. On a aussi un cas d'usage qui est autour de l'industrie 4.0, où on va effectivement équiper les machines, les usines, pour être capable de tracer et d'améliorer finalement ce qui est fait dans les usines, tant au niveau des process que de la consommation d'énergie ou de matières premières, voire même de consommables.
Et puis si j'avais à en citer un troisième, ce serait plus tout ce qui est autour des ATS, donc des Asset Tracking Systems, qui finalement se cachent à travers un certain nombre de cas d'usage de ce slide. Bref, donc voilà un premier focus, premier virage qui a pu être mis en avant dans ce livre bleu, dans cette mise à jour du livre bleu. Deuxième élément qui est mis en avant dans cet ouvrage, dans cette mise à jour, c'est au niveau de l'architecture. C'est-à-dire qu'au départ, d'une architecture IoT, on imaginait avoir un certain nombre de capteurs, d'accord, et qui venaient communiquer directement et déverser directement ces données au niveau du cloud. D'accord. Donc là, le 1, 2, 3, 4 que vous avez là, il faut le lire de droite à gauche, pardon, où vous avez les capteurs d'un côté qui vont remonter des informations, et puis est venue naturellement se greffer cette partie couche de filtrage qu'on appelle Edge Computing, il y aura un petit slide après, pour aller vers après une partie cloud, pour faire du stockage et une couche de présentation, et enfin tout ce qui va être présentation, je dirais, réelle et physique à travers des interfaces web ou des applis mobiles. Voilà. Et là, d'ailleurs, je fais un petit parallèle avec ce qu'a présenté Cédric tout à l'heure sur les offres de Smile, où vous voyez bien qu'on retrouve finalement l'ensemble des offres avec les applis mobiles, la partie interface web et la partie infra sur la partie cloud, et également la partie embarquée et edge que je vais compléter par ce slide. Voilà, donc tendance au edge computing. L'idée du edge computing, c'est que finalement intercaler entre les objets qui remontent des données du monde physique et la partie cloud qui va stocker, ingérer, analyser, restituer les données, c'est de pouvoir déporter un certain nombre de traitements au plus près des capteurs pour aller optimiser finalement. Donc si on avait à citer trois avantages de cette architecture, c'est déjà améliorer une bande passante. Alors quand on dit améliorer une bande passante, c'est surtout réduire finalement la consommation de données qui va être échangée par ces différents capteurs. Ce qui est aussi intéressant par rapport à tout ce qui est sécurisation des données et réglementation sur les données, parce que finalement les données ne remontent pas dans le cloud, elles peuvent être par exemple anonymisées avant de remonter au niveau du cloud. Donc ça aussi c'est une des caractéristiques intéressantes par rapport au edge computing. Enfin, il y a ce côté, on parle souvent de temps réel dans le domaine de l'embarqué, c'est la capacité dans un temps borné de pouvoir réagir. Clairement, si on fait des allers-retours avec le cloud, on n'est pas dans un temps borné suffisamment court, et surtout il n'y a pas cette capacité à être sûr que le temps soit borné. Et avec cette logique de edge computing, finalement on arrive à avoir un traitement local et une réaction et une réactivité sur lequel on peut s'engager en termes de temps de réponse. Et puis donc ça c'était, je dirais, une tendance au niveau de l'architecture. Et alors peut-être que je projette un petit peu la troisième version du livre bleu, mais en tout cas ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les traitements dont on parlait, l'algorithmie qui va être mis sur le traitement des données au niveau du edge, ça peut être un simple filtrage de données, des choses assez simples, comme aller vers l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aller traiter les données et en faire remonter uniquement, je dirais, une information et puis une donnée brute. Et ça, c'est donc l'intelligence artificielle. Et lorsque vous faites un traitement réparti entre la partie centralisée cloud et le edge, on parle de edge AI, donc Edge Intelligence Artificial, pour effectivement pouvoir répartir les traitements qui sont faits sur les données. Donc voilà sur sur cette partie-là. Si on fait un petit focus sur la partie open source, donc là il y a la fondation Eclipse qui régulièrement fait des sondages, et lorsqu'elle a posé la question, eh bien 65% des répondants se montrent intéressés et même contributeurs à des projets open source autour de l'IoT. D'ailleurs en 2019, ça date de 2020, et dans le livre bleu c'était le 2019 qui était cité, et on n'en était qu'à 60%. Vous voyez, cette part est en train d'augmenter. Et si on va un petit peu plus dans les détails, mais bon, le temps passe vite, je vais pas tout détailler, mais comment est-ce que les gens finalement se voient dans ces projets open source au niveau de l'IoT? Et vous voyez que globalement, en fait, on voit que si on prend les 25%, là, il y a un quart des organisations qui utilisent des technologies open source dans leurs solutions IoT.
Donc c'est loin d'être négligeable. Voilà. Donc vous aurez la possibilité de pouvoir télécharger librement ce sondage. C'est extrêmement intéressant. Et justement, il y a pas mal d'informations autour des briques open source qui sont utilisées dans l'IoT. Il y en a un certain nombre qui vont être cités dans cette présentation. Mais vous pourrez les retrouver, notamment à travers ce document intéressant. Alors si on rentre un petit peu dans les détails et si on fait le 1, 2, 3, 4, vous vous rappelez 1, 2, 3, 4, il y a la partie embarquée, il y a la partie edge, il y a la partie cloud et ensuite la partie restitution, monitoring et finalement présentation des données. Et ben, on va rentrer un petit peu dans le détail de tous ces sujets avec à chaque fois en regard des solutions open source qui sont à disposition avec la possibilité de les télécharger et de pouvoir les implémenter. Donc si on va clairement, voilà, au niveau des capteurs, par exemple, au niveau des devices, au niveau des objets, vous le savez probablement, mais en fait, là où dans le monde du PC, dans le monde des ordinateurs, vous avez pu avoir une concentration très forte au niveau des architectures des microprocesseurs, pour le coup, avec les x86, l'architecture x86, vous n'avez pas en fait cette concentration au niveau des éléments embarqués. Pourquoi ? One size fits all, ça ne marche pas dans l'embarqué. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de contraintes, d'accord, qui sont de toute façon des contraintes spécifiques, contraintes d'environnement, contraintes donc les environnements, ça peut être les vibrations, la température, le rayonnement aussi. Et puis vous avez aussi des contraintes liées à l'énergie, consommation d'énergie, qui font que vous allez être au plus proche des besoins dont vous avez besoin, des besoins qui sont nécessaires à votre application. Et finalement, à partir du moment où en plus vous allez avoir du volume au niveau de ces données, eh bien, il est plus intéressant d'avoir quelque chose d'adapté, même en termes de micro, alors processeur ou contrôleur, en fonction de des traitements que vous avez à faire, plutôt que d'avoir une solution toute faite sur étagère qui va convenir, mais qui va trop consommer ou qui va être trop cher, etc., etc. Ou qui ne va pas forcément convenir aux contraintes. Donc en fait, il y a eu un certain nombre il y a une pluralité de possibilités. Bon, bien sûr, tout le monde connaît la famille ARM, les architectures ARM, parce que finalement ARM, il n'y en a pas qu'une seule, et si j'en citais que deux, ce serait tout ce qui est Cortex-M pour tout ce qui va être entre guillemets petit embarqué, et les Cortex-A qui sont plus lorsque vous avez besoin d'un petit peu plus de puissance machine, ou même aussi pour des capacités de présentation, d'affichage. Et là, clairement, on est sur du propriétaire. Voilà, donc là, open source, IoT, ça ne va pas forcément coller. Il n'empêche qu'il y a une initiative avec le RISC-V, l'architecture RISC-V. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait une architecture, c'est plus un jeu d'instructions au niveau du RISC-V. Et vous avez, qui est du coup open source, libre, et l'Open Hardware Group est une fondation, une association qui est là pour promouvoir ce jeu d'instructions RISC-V et à architecturer. Encore une fois, one size fits all, ça ne marche pas, donc ils n'ont pas qu'une seule architecture de processeur. Ils en ont même 6 aujourd'hui qui sont disponibles en téléchargement sur leur GitHub sous forme de code source Verilog, et ensuite que vous pouvez instancier soit en fondant votre propre processeur, sous forme d'ASIC, ou même de tester sur des FPGA qui ne seraient pas forcément très onéreux. Voilà. Donc là, on voit bien l'open source dans l'IoT, vous l'avez directement au niveau hardware, vous avez des initiatives, et aujourd'hui, il y a pas mal de... On sent que c'est en train de pousser sur la partie RISC-V, et vous le verrez d'ailleurs sur la partie d'après, qui est ici. Lorsque on va avoir à mettre un système d'exploitation sur ces différents devices, eh bien, vous avez, on va dire, pléthore de solutions open source, et à l'intérieur des architectures qui sont supportées, c'est l'avant-dernière colonne, on voit apparaître de plus en plus RISC-V, justement dans ces architectures supportées. À chaque fois, vous retrouverez une architecture ARM, qu'elle soit Cortex-A ou Cortex-M, pour l'ensemble des choses. Donc vous voyez, il y a pas mal de solutions. Alors c'est plus ou moins, on va dire, pour venir équiper du petit embarqué ou du plus gros embarqué. Il est clair que Yocto Project, qui permet de faire des distributions Linux embarquées, ça va être quelque chose qui va avoir besoin d'ailleurs de pas mal de ressources
pour pouvoir tourner. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus gros et qu'on va retrouver pas mal au niveau du Edge d'ailleurs. Après, sur les parties petites embarquées, si j'avais à en citer que 2 ou 3, on va retrouver des operating systems comme FreeRTOS, Zephyr ou Riot ou Contiki-NG qui permettent, alors chacun avec ses caractéristiques et puis son histoire aussi, et je crois que Cédric, tu vas revenir un petit peu dessus tout à l'heure. Voilà, on va pouvoir, en fonction de l'architecture que l'on a choisie, en fonction des connectivités dont on a besoin, choisir l'une ou l'autre. Par exemple, nous, chez Smile, on a déjà utilisé du Zephyr pour faire du Bluetooth Low Energy, et notamment la nouvelle possibilité du Bluetooth Mesh, et même pour faire de la géolocalisation indoor avec du Bluetooth Mesh. Tout ça sur du Zephyr et du NRF 52 et quelques de Nordic. Bref. Voilà, donc ça, moi c'est j'avais pour la juste partie. une question, Ouais. Christophe. Là, on parlait des systèmes d'exploitation, donc sur Ouais. microcontrôleurs ou microprocesseurs. Ouais. Est-ce qu'on a aussi de l'open source? Je crois qu'on appelle ça plutôt du bare metal ou quand il n'y a pas vraiment besoin d'OS. Est-ce qu'on peut parler d'open source qu'on développe sur ces plateformes-là? Parce que je sais qu'il y a des gens qui font des capteurs, Ouais. donc parfois on n'a pas besoin, tu vois, de... Alors, oui, alors c'est vrai que là, on s'est pas mal focalisé sur la partie operating system, parce que l'operating system va venir, effectivement, va accélérer les développements applicatifs, clairement. Il va donner tout ce qu'il y a primitif pour pouvoir faire de répartir le temps processeur, gérer la mémoire, gérer un certain nombre de protocoles de communication, etc. Par contre, tu fais bien de le dire, parce qu'effectivement, on a la capacité aussi à faire du bare metal, donc pas d'operating system. D'accord ? Par contre, on va pouvoir malgré tout utiliser l'open source lorsque on va utiliser du driver ou même de l'algorithmie ou des protocoles de communication, mais à ce moment-là, on n'aura que des librairies à intégrer. Mais on intègre sa librairie à l'intérieur finalement d'un système, avec une boucle, enfin là on rentre un peu dans les détails techniques, mais avec juste une boucle for, while ou un truc comme ça, sur lequel on va venir effectivement appeler des librairies pour pouvoir faire par exemple une liaison série, une liaison Modbus, une liaison je ne sais pas quoi. Effectivement, il n'y a pas nécessité d'avoir un operating system. Merci. Ouais, je t'en prie. Alors, après, sur la partie... voilà, on était dans les aspects embarqués. Après, on va remonter un petit peu sur les aspects du cloud. Et alors, si vous le voulez bien, et d'ailleurs, voilà, quand on regardait 1, 2, 3, 4, on partait de la droite vers la gauche. Ben justement, on va partir de la gauche et on va redescendre un petit peu. C'est-à-dire que là, finalement, on a une tendance d'utiliser tout ce qui a pu être développé alors, dont certaines choses en open source, au niveau du cloud et du DevOps, pour utiliser finalement tous les services qui permettent de monitorer, d'instancier tous ces traitements qu'on va pouvoir retrouver au niveau du Edge et les faire au niveau du cloud, et les faire descendre au niveau du Edge. Alors, il y a un framework très utilisé pour faire ces microservices au niveau du cloud, c'est Kubernetes. Et faire tourner du Kubernetes au niveau du Edge, c'est formidable, c'est une solution fonctionnelle qui marche très bien. Après, quand on va chercher à faire tourner Kubernetes sur autre chose qu'un serveur, et au niveau du cloud, là se posent des questions d'empreinte mémoire, de capacité processeur, etc. Et donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont là pour faire, alors, j'ai pas trouvé le Lite, Kubernetes Lite ou un truc comme ça, mais vous avez du mini Kubernetes, vous avez du Kube Edge, etc. Donc, en gros, des initiatives qui cherchent à ne retenir de Kubernetes qu'une certaine partie et qui va fonctionner au niveau du Edge. Jonathan. Je me permets de compléter un petit peu là sur l'aspect Kubernetes et relatif aux déclinaisons de l'architecture Kubernetes à destination du Edge et du Fog. Alors juste pour donner quelques noms supplémentaires, aujourd'hui chez Rancher, on a un projet très connu. Alors, encore une fois, là il y a un travail de documentation qui est fait et qui reste très fin. KubeEdge aujourd'hui, c'est vraiment la distribution Kubernetes la plus en vue pour résoudre les problématiques d'architecture Cloud Edge ou seulement Edge. On reviendra sur les notions de Cloud Edge et de Cloud Edge Continuum ensuite. Et juste donc pour compléter sur le Lite Kubernetes, MicroK8s est un bon exemple. Chez Rancher, on a K3s. Et K3s, au niveau de la communauté de développeurs, est vraiment la solution de référence pour cette idée d'un Kubernetes léger.
C'est ça, exactement. Alors après, donc voilà, l'idée c'est effectivement de passer du DevOps au EdgeOps, voilà, avec un certain nombre d'implémentations, en tout cas de possibilités d'alléger Kubernetes, de façon à pouvoir le faire tourner sur des passerelles. Hein. Souvent, c'est des passerelles, des gateways qu'on met au niveau du Edge et qui n'ont pas forcément les puissances de calcul ou la mémoire d'un serveur. Voilà. Il y a aussi des initiatives au niveau donc des projets de la Fondation Eclipse. Hein. Vous avez vu dans les co-auteurs du livre bleu, là, vous avez quelqu'un de la Fondation Eclipse qui est très présente sur ces aspects IoT et open source. Et effectivement, on peut citer Cura et Capua qui vont ensemble en général et qui permettent de répondre à ces problématiques à la fois du edge et du fog. Voilà, alors là maintenant on va en continuer à remonter au niveau des différentes choses. Alors c'est vrai que je vais plutôt aborder alors non plus cet aspect 1, 2, 3, 4 dans l'architecture, on va dire, d'une plateforme IoT ou d'une solution IoT. C'est finalement aussi vous apporter des éléments d'information sur l'open source qui va vous aider même dans vos process de développement, votre process de déploiement, vos vérifications, etc. Et donc là, on peut parler, alors comme je pense que ça a été mis sur le slide, comme tout projet de développement logiciel, c'est vrai qu'il est intéressant de déployer une solution de gestion de code, Source Code Manager. Donc aujourd'hui, le protocole Git est largement répandu, utilisé, et là on peut citer deux implémentations, une largement connue qui est GitLab, et une alternative, on va dire, française à GitLab, qui s'appelle ToolApp, et qui va vous permettre de gérer tout ce qui est versionning et sous-versionning, de gérer des niveaux droits par utilisateur et des corrections, évolutions attendues sur le code, qui va gérer finalement votre process de développement. Donc là, ce sont plutôt des outils open source qui vont vous servir pour faire du développement logiciel, et comme il y a du développement logiciel dans l'IoT, ça va vous servir dans l'IoT. Et puis au-delà de gérer les codes sources, il va falloir après intégrer tout ça dans, on va dire, un binaire final ou une application finale et pouvoir déployer ça sur le terrain. Donc c'est ce qu'on va appeler intégration continue et déploiement continu. Et effectivement, vous avez une extension CI/CD de GitLab notamment qui vous permet de gérer tous ces déploiements et ces intégrations avec une solution qui va automatiser tout ce qui est vérification sur le logiciel, des tests de non-régression, etc. Ça sort un petit peu du cadre de l'IoT open source, etc. Mais sachez-le, ça va vous aider à accélérer et sécuriser finalement à la fois les développements, maîtriser votre dette technique aussi, on parle beaucoup de ça, et après savoir ce qu'il y a sur le terrain. Alors justement sur le terrain, comment est-ce qu'on va faire pour mettre en place une architecture pour pouvoir après déployer ça sur le terrain et de façon scalable, donc qui soit capable aussi de s'adapter à l'utilisation qui en sera faite, parce que quand vous allez mettre des capteurs sur le terrain, vous allez peut-être en mettre 1000 au départ, puis finalement vous allez vous rendre compte qu'effectivement c'est intéressant. Donc vous allez équiper 1000 véhicules et puis après il va falloir en équiper 10 000 et puis etc. Donc après il faut aussi qu'au niveau de votre architecture, tout ça suive et vous allez pouvoir voilà. Et c'est à travers non pas des interfaces de paramétrage que vous allez faire ça, mais plutôt sous forme de code, as a code. Et vous avez aujourd'hui 2 frameworks open source qui vont vous permettre de faire ça. Ansible, qui est très connu et qui est plutôt du monde du web, et Terraform qui va pouvoir s'assurer que vous allez pouvoir déployer une première fois, déployer une deuxième fois, faire évoluer, et tout ça sous forme de code et de script. Voilà. Et donc le moteur finalement qui est utilisé, le moteur pour ces recettes d'industrialisation, va s'assurer que toutes vos configurations sont paramétrées de la même manière, que l'installation est parallélisable et que vous avez un certain nombre de propriétés qui sont respectées. Voilà, et puis alors là, pour faire finalement vos devices, pour gérer vos devices et pouvoir faire une sous-fonction de vos devices, qui est la mise à jour à distance, on a un livre blanc d'ailleurs sur le sujet qui est en complément, on va dire, du livre bleu là, qu'on a cité de Systématique, sur tout ce qui est gestion de la mise à jour et gestion des devices. Là aussi, on peut citer un certain nombre de briques open source
que vous allez pouvoir déployer. Alors en général, il y a deux parties. Il y a une partie qui va aller au niveau du device, donc c'est plutôt la partie client, et la partie serveur qui va après vous permettre et qui va s'intégrer dans votre device management et qui va permettre de savoir comment sont paramétrés chacun de vos devices et votre gateway, et ensuite de pouvoir aussi orchestrer les déploiements des mises à jour. Voilà. Et là, clairement, on peut citer, alors typiquement côté serveur et client, vous avez la partie Mender, vous avez une solution qui s'appelle Mender, et ensuite, plutôt client, vous allez retrouver du software update et du RAWC. Donc là, c'est plutôt au niveau du client et en général du client qui fait tourner du Linux. Et au-dessus, côté serveur, vous avez, donc ça c'est la fondation Eclipse, c'est un projet de la fondation Eclipse qui s'appelle Hawkbit et qui permet effectivement côté serveur d'aller se plugger sur des éléments côté client comme RAWC ou Software Update. Je ne rentre pas dans les détails parce que de toute façon le temps passe vite, mais sachez que tous ces sujets vous permettent, oui, ces sujets, c'est de l'open source et ça fait partie en fait de tout l'écosystème, enfin tous les outils, tous les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir adresser les éléments IoT. Je te laisse la parole, Cédric. Oui. Pardon. Donc, une fois qu'on est arrivé à l'ensemble de ces briques et savoir piloter voilà, les différents devices, c'est le cœur du sujet, c'est la data, parce que la valeur, elle est dans la data. Donc on a mis un ensemble de solutions et de technologies en place pour aller la récupérer. Et cette data, il faut la stocker. Alors souvent, quand on va parler d'IoT, on va avoir, c'est des données qui vont remonter avec une notion de temporalité. Donc on a des bases de données spécifiques pour ça. Et dans le domaine de l'open source, on a deux bases de données time series. La première, c'est MongoDB. Qui est maintenant on va dire une référence dans le domaine. Et cette base de données a un modèle. Alors, moi, je voulais en parler parce que c'est un sujet. Nous, on travaille beaucoup avec AWS sur ces technologies. Et AWS implémente du MongoDB. Et il y a eu tout un sujet à un moment donné autour du modèle de MongoDB, le fait qu'ils aient changé de licence, le fait qu'on réutilisait leur code, voilà, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'ils ont adapté leur business model associé. Et donc c'est plus compliqué de pouvoir l'utiliser maintenant sur d'autres systèmes qu'en utilisant leur solution à eux. Mais ça reste quand même une solution pertinente sur le marché. Alors, la partie data collection est souvent associée à ça aussi. Alors, j'ai pas mis de slide là-dessus. Toute la partie finalement routage des messages et moteur de règles qu'on a, qu'on appelle souvent IoT Core, ce type de terme qui permet d'avoir une connexion finalement au gateway ou aux objets directement et qui va remonter ces données. Avant de les stocker dans une base de données, on va avoir des règles qui vont être associées. Et souvent, c'est des systèmes qui peuvent être spécifiques aux différents providers de solutions IoT. Hop. Ce que je voulais vous montrer, là c'était toute une architecture qu'on a mis en place avec Prometheus, qui est l'autre système qu'on utilise et qu'on utilise de plus en plus sur la partie open source. Donc on voit que c'est finalement une base de données qui est centrale, et la partie collecte de data est vraiment centrale avec tous les aspects après data visualisation. Donc moi je ne suis pas un expert technique, mais tout ça pour dire que c'est le cœur du sujet quand on met en place de l'IoT, c'est quand on remonte de la donnée, c'est le traitement à chaud, traitement à froid, le stockage qu'on peut avoir pour traiter les données ultérieurement ou les corréler avec d'autres données de d'autres sources du système d'information et toute la partie restitution, voire tout le modèle prédictif aussi qu'on peut faire à travers ces données. Donc là, c'est souvent des données, on va dire métriques, donc de télémétrie, souvent qu'on peut avoir avec du time series. Ensuite, il y a un autre type de données qu'on utilise beaucoup, c'est toute la gestion des logs sur la partie donc IoT. Des logs qu'on peut avoir sur des machines qu'on est amené à superviser. Et de ce fait, sur la partie open source, on utilise souvent le produit Loki,
Et puis adossé à ça, donc c'est un plugin de Grafana qui est une des références indéniables dans le domaine de l'open source sur tout ce qui est. Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Une intervention, excusez-moi, je me permets de faire une intervention claire pour préciser un petit peu Loki et accompagner sur la réflexion. Donc en gros, aujourd'hui, vous avez cet écosystème DevOps qui se construit principalement autour de 3 produits sur la partie remontée d'informations, pour la caméra, et qui sont Prometheus pour la partie métrique en série temporelle, Loki pour la partie log, et Grafana, du coup, qui va s'interfacer aussi bien avec Prometheus qu'avec Loki pour afficher ces données métriques ou log. Merci de ces précisions. Et puis adossé aussi à ça, il y a tous Elastic, enfin la suite Elasticsearch qui est adossée. Là aussi, il y a eu d'ailleurs des problèmes avec nos chers amis d'AWS sur les différentes briques qu'ils étaient amenés à reprendre. Donc on voit la partie dashboarding, je le citais précédemment, hein, qui est un sujet extrêmement important sur la partie IoT. C'est tout le travail et la restitution des données, des KPI qu'on peut avoir suite à cette collecte. Donc la référence en open source, c'est Grafana et Kibana, mais qui est un modèle plutôt freemium qu'autre chose. Et puis j'ai mis, alors je ne connaissais pas, mais j'ai bien aimé son logo, Alert, qui est un système d'alerting. Qui est apparemment extrêmement utilisé aussi dans l'open source. Alors, Grafana, c'est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de modules adossés. On peut vraiment créer les tableaux de bord qu'on souhaite. Il y a aussi, on commence à avoir des modules un petit peu de machine learning pour remonter et avoir des visions prédictives associées, mais c'est vraiment le début. Mais dans la plupart des projets qu'on est amené à faire, Grafana est amené à être utilisé. Je pense qu'une grande partie d'entre vous devait le connaître. Avant d'arriver, je me donne quand même quelques minutes. Combien 8 minutes? Oh my God. Ok. Alors sachant qu'on a une petite démo que je souhaite qu'on fasse absolument, je vais aller très très vite. Alors il y a des solutions open source de bout en bout qui commencent à arriver sur le marché. D'accord. C'est-à-dire que là, on a parlé de plein de briques open source, donc il faut les intégrer les unes avec les autres, ce genre de choses. Il y a une première solution qui est une spin-off d'une boîte qui s'appelle Calliope, qu'on connaît bien nous, dans le domaine du digital, qui avait développé un outil back-end, Cuzzle, et puis ils en ont fait une solution open source. Donc c'est une solution dont on parle un petit peu en ce moment, qui a l'avantage d'être entièrement packagé, mais qui a le désavantage que quand tout est packagé, on ne peut pas vraiment l'adapter dans tous les contextes. Mais ils ont le mérite d'avoir intégré un certain nombre de briques open source. Et ils sont un petit peu présents sur la partie Smart City en France. Deuxième solution all-in-one, c'est Sixboard, qui a été développé donc en Ukraine, qui est maintenant basé à New York. Hein, ils ont mis l'IP aux États-Unis, comme beaucoup. Et qui est une solution aussi qui était avant Cuzzle, qui est assez connue, mais c'est plutôt sur des petits projets, un petit peu aussi. Alors je crois qu'il y a une ville, je crois que c'est Tarbes qui l'utilise. Mais voilà, c'est vraiment qu'on veut faire des petites solutions, mais c'est l'avantage d'avoir toutes ces briques open source un petit peu intégrées dedans. Alors eux, ils ont un modèle freemium associé, ce qui est moins le cas de Cuzzle. Je voulais parler aussi du framework Feeware, mais je n'ai pas trop le temps d'en parler, plutôt sur la partie data, harmonisation des data, qui est très très utilisé sur la partie Smart City. C'est un gros enjeu dans la Smart City parce qu'on a plein de solutions très verticales avec les différentes briques et on a besoin d'harmoniser les données et Feeware est un projet d'avenir dans ce domaine, d'où d'ailleurs l'investissement d'Atos sur le sujet. Ensuite, je ne pouvais pas parler d'Eclipse, hein, mais Eclipse, ce n'est pas une solution packagée, hein, c'est un ensemble de projets open source qui, mais les uns avec les autres, on peut faire différentes solutions open source. Mais Eclipse a fait un très 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 gros travail sur toute cette chaîne de valeur de l'IoT. Et ça, c'est un autre schéma pour montrer cette fameuse chaîne de la partie hardware à la partie digitale et pilotage. Sur les GAFAM, j'en dis 2 mots avant qu'il nous reste 5 petites minutes. Tu peux déjà préparer ton PC. Il est dessus. J'aurais dû m'en douter, c'est un Mac. Alors sur les parties GAFAM, ce que je voulais dire, ça c'est extrêmement important. Et on pourrait y passer des heures.
c'est que les GAFAM sont en train d'arriver dans l'embarqué, hein, parce qu'ils ont besoin d'aller récupérer ces données pour aller faire travailler le cloud, les ventes du cloud. Et donc, les trois grands acteurs, j'y parle très très vite, voilà, travaillent dessus. Alors, ce qui est très amusant avec Google, alors c'est des gros contributeurs d'open source et ils adorent faire des OS parce qu'ils en font plein d'OS. Trop même peut-être. Alors, concernant purement la partie embarquée, on utilise Android et on fait beaucoup de projets sur Android, plutôt sur la partie gateway dès qu'on a de l'IHM ou qu'on veut rentrer dans l'écosystème. Donc voilà, Android est forte, Android AOSP, la version open source. Et puis très récemment, parce qu'ils sont un peu en retard Google, ils ont investi fortement autour de Zephyr, ce qui fait que ça devient un OS embarqué qui a vraiment le vent en poupe dans le monde de l'écosystème embarqué open source. Deuxième gros acteur, Amazon, il y a 3 ans, donc ils ont pris FreeRTOS, qui est un OS de référence, si ce n'est l'OS des références sur microcontrôleur, et puis ils viennent de passer en open source Greengrass, qui est tout leur framework de développement on the edge. Et le dernier, Azure, qui ont racheté, donc il y a 2 ans maintenant, Threadix, qu'ils ont passé en open source. Donc on a accès, alors c'est rare chez Azure, on a accès à tout le code de Threadix. Et donc ils ont une offre qui s'appelle Azure RTOS, dans laquelle on va retrouver donc cet OS sur microcontrôleur, mais aussi un file system sécurisé, enfin voilà, un certain nombre de services. On a accès à l'ensemble du code de cet OS. Et puis, ils ont lancé aussi une solution on the edge qui s'appelle Azure Sphere. Azure Sphere, en gros, c'est un concept où on a un chipset sécurisé au-dessus duquel on a un Linux qu'ils ont adapté. Et on a accès au code source d'Azure Sphere OS, hein, qui est donc un Linux adapté pour tourner sur ce chipset sécurisé. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et maintenant, the demo time. Merci Cédric. Pendant que je vais faire le petit setup rapide, en fait Cédric évoquait rapidement toute la problématique de monitoring. Donc aujourd'hui, on a des solutions de monitoring qui nous permettent aujourd'hui de visualiser les informations qui sont remontées, encore une fois, métriques sous log. Excusez-moi, il faudra que je tape une petite commande. Et en fait, dans la prospective d'ajouter du machine learning de plus en plus proche de la bordure, d'aller vers des systèmes dits autonomes, c'est-à-dire dont l'orchestration, les prises de décision sont prises du système par le système lui-même, on a cette nouvelle tendance qui s'appelle le jumelage digital, pardon. Et aujourd'hui, avec plusieurs types de solutions face à cette idée de jumelage digital, souvent des back-ends de transformation qui vont transformer un jeu de données vers une autre donnée et du coup nous dire, voilà, par simulation, on sait que le comportement qu'on nous remonte en temps réel risque d'entraîner cette difficulté ou ce comportement. Donc les jumeaux digitaux aujourd'hui sont beaucoup utilisés dans tout ce qui est maintenance prédictive, par exemple. Vous allez avoir, vous, un device physique en face de vous, dans votre contexte de production, et vous allez avoir son penchant digital, sa simulation, quelque part dans le cloud. Alors on a différents styles de solutions, excusez-moi, je me répète un petit peu. Des solutions où on ne visualise pas physiquement l'objet, des solutions qui sont plus proches de la 3D, on va chercher vraiment une simulation concrète du physique. Et nous, du coup, à Alterway, on propose une approche un petit peu ambivalente, générique, au regard des données, à travers le palindrome. Donc, qu'est-ce que le palindrome ? C'est une librairie JavaScript en 3 dimensions et qui va me permettre de modéliser, non pas l'affichage de n'importe quelle donnée et puis de les mettre à côté des autres, alors non pas, bien que ça soit possible, de données agrégées, mais en fait de différentes dimensions de données. Par exemple, et c'est le cas qu'on présente ici, je vais avoir la possibilité de modéliser l'affichage, excusez-moi, j'ai un petit souci de zoom en même temps que je parle, des métriques système, c'est-à-dire les métriques directement remontées d'un nœud de calcul ou d'un ensemble de nœuds de calcul, les métriques brutes, à des métriques de plus haut niveau. Alors nous, dans l'hébergement, on va considérer différentes dimensions de qualification de l'information, notamment la dimension dite de QoS, pour Quality of Service,
Et je vais, à travers ce jumeau digital, être en capacité de corréler l'évolution de mes métriques système brut à l'évolution d'indicateurs de plus haut niveau, par exemple des indicateurs type qualité de service. L'usage de ça, c'est de vérifier que tout avance de manière homogène, et bien qu'aujourd'hui on soit encore un petit peu expérimental, la capacité de détecter, par exemple, des liens faibles entre deux référentiels. Je pourrais voir, par exemple, que j'ai cette forte dégradation de ma QoS sans avoir diminution de contention au niveau des ressources système, et du coup lancer une investigation pour avoir une meilleure compréhension de la relation entre mes différents indicateurs, mes différentes dimensions d'indicateurs. Pour donner un exemple un petit peu plus sophistiqué, donc encore une fois, nous, ça c'est un prototype de recherche sur lequel on itère actuellement. Malgré tout, il est open source, n'hésitez pas à aller voir et contribuer. Donc ici, un exemple un petit peu plus sophistiqué, où je vais prendre en premier point de considération les requêtes entrantes et sortantes, l'inbound et l'outbound, que je vais chercher à corréler avec les métriques système. Excusez-moi si vous avez un petit peu des difficultés de lecture, on n'a pas trop travaillé la recette de l'affichage. Elle-même corrélée aux métriques QoS, et in fine, je vais pouvoir ajouter des indicateurs business qui vont me permettre vraiment d'avoir cette lecture à échelle de l'état de mon infrastructure, y compris dans la vision business. Donc là, en fait, se superpose la vision business jusqu'au volume entrant-sortant, la vision QoS, donc plutôt du fournisseur d'infrastructure, au regard des métriques système, et in fine, la corrélation entre, on va dire, la performance applicative, mesurée au choix au niveau business, au niveau fournisseur, au niveau applicatif, avec l'empreinte au niveau des ressources consommées. Palindrome JS. Bon, time's up. Hein, c'est just in time. Je ne sais pas si vous avez des questions. Déjà, si on a répondu un petit peu aux différents sujets que vous souhaitiez qu'on aborde. Alors, le sujet est extrêmement vaste. Hein, il y avait beaucoup de choses, parce que l'IoT et le cloud, voilà, c'est très très large. Mais on a essayé, voilà, dans ces 40 minutes qui nous étaient consacrées, de pouvoir traiter l'ensemble de ces éléments. No question? Il y a un micro qui est à disposition, là, si vous souhaitez le prendre, et pour poser vos questions. Non, je crois qu'ils doivent avoir le retour, c'est pour ça. Comme ils enregistrent. Merci. Ouais, donc je me demandais justement, vous avez parlé de contributeurs de solutions open source, à l'open source, de contributeurs de l'IoT à l'open source. Et typiquement chez Smile, vous faites de la contribution à des projets open source dans l'IoT ou pas du tout? Alors, on le fait, oui, dans l'IoT, non seulement dans l'IoT, mais sur l'ensemble des frameworks sur lesquels on travaille. C'est quelque part, si vous voulez, c'est un peu le contrat moral que l'on a. C'est à la fois de plébisciter l'open source par rapport à des solutions propriétaires, donc ça, l'ADN open source veut ça. Et effectivement, lorsqu'on va faire de l'open source, on est à la fois utilisateur, ou en tout cas on fait bénéficier les utilisateurs finaux de l'open source. Et l'idée, c'est de nous-mêmes faire des contributions et d'encourager aussi, d'encourager les utilisateurs finaux à faire de la contribution lorsque on va faire des développements pour eux et sur lequel, effectivement, il n'y a pas de... Voilà, il y a toujours ce côté propriété intellectuelle de l'applicatif très spécifique, où là, voilà, ça restera la propriété du client et sur lequel il n'y a pas forcément d'open source, de reversion. Mais par contre, sur le côté framework et les outils, oui, bien sûr, on fait de la contribution, et à la fois sur les parties embarquées, tout ce qu'on vous a présenté là, et même plus, parce que là, c'était que le sujet IoT. Ouais. Mais voilà. On a contribué, si je ne dis pas de bêtises, hein, ça te gouverne, mais sur Zephyr. Sur Zephyr, sur Yocto, sur Buildroot, sur... on est un gros contributeur Buildroot. Très gros contributeur Buildroot sur les aspects embarqués. Après, je sais que dernièrement, Smile a été mis en avant sur ses contributions sur c'était Drupal, pour citer un CMS. Donc voilà, aujourd'hui, on a un certain nombre de contributions open source.
On pourrait citer tous les Sur la frameworks partie sur lesquels on digitale, travaille. ouais. Mais comme c'est long, Ouais. merci pour votre question. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on est à vos dispositions si vous voulez faire du one-to-one. Et puis, je vous souhaite un très bon fin de salon. Merci à tous.